Et c'est un des bénéfices de ne pas avoir le Covid à Maurice. Donc, aujourd'hui, pour le webinaire, le but de ce webinaire est d'étendre les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice. Donc, je voudrais en premier lieu remercier nos partenaires qui ont joué un rôle instrumental à mettre à jour ce webinaire. Entre autres, Mme Carole Verstic et M. Franck Quenin du Centre des promotions des investissements en Côte d'Ivoire, la CPC, notre partenaire principal et nos frères à la Côte d'Ivoire. M. Patrick Mbengwe, le président du groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information, dont la GOTIC à la Côte d'Ivoire. M. Philippe Pango, le directeur général du village des technologies de l'information et de la biotechnologie, le VITIP. Et M. Hervé Ndoba, le directeur général de NH Consulting à la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons aussi M. Clarel Constance, représentant du Mauritius Information and Technology Association, le MITIA à Maurice, et M. Roshan Sitol, président de Outsourcing and Telecommunication Association à Mauritius, le TAM, et M. Olivier Meyer, représentant des chambres des commerces et d'industrie de France Maurice, la CCIFM. L'agenda du jour serait une déclaration brève des institutions dans le secteur du TIC à l'île Maurice. En outre, M. Clarel Constance du MICIA, ensuite on viendra à M. Roshan Sitol de l'OTAM et M. Meyer de la CCIFM. Ensuite, nous avons 5 représentants des entreprises basées à Maurice afin de démontrer la compétence et la capacité à innover dans le domaine du TIC à l'île Maurice. Et la deuxième partie de l'événement, on passera à nos amis à la Côte d'Ivoire et on va démarrer avec M. Quenin de la CPC qui va nous donner une entrevue du développement, surtout les dernières évolutions à la Côte d'Ivoire, les derniers développements à la Côte d'Ivoire. Et on aura M. Philippe Pango de la VITIP qui parlerait un petit peu de cette zone sur le TIC et la biotechnologie, qui pourra intéresser aussi les opérateurs mauriciens de savoir comment la zone s'évolue, mais surtout l'intérêt que les opérateurs portent sur la Côte d'Ivoire, dont aujourd'hui le but de ce webinaire est de aussi partager avec les opérateurs mauriciens les opportunités à la Côte d'Ivoire. Et on terminera avec M. Hervé Ndoba de NH Consulting qui partagera aussi ses observations sur le marché de la Côte d'Ivoire. On a aussi 5 intervenants, 5 opérateurs de la Côte d'Ivoire qui partagera avec nous leurs attentes des opérateurs mauriciens, surtout les innovateurs de l'île Maurice, parce qu'eux aussi, ils veulent savoir comment on pourra collaborer ensemble, opérateurs mauriciens et opérateurs de la Côte d'Ivoire, afin de mieux servir le marché de l'Afrique de l'Ouest. On terminerait certainement le webinaire avec une session de questions et réponses où les participants aussi pourront intervenir ou poser leurs questions. Et je demanderai donc à tous les participants d'utiliser le chatroom afin que vous puissiez écrire vos questions, mais surtout de signaler votre intention si vous voulez faire une intervention à la fin des présentations, à la fin des discours, durant le question and answer session, c'est-à-dire la question-réponse session. Ben voilà, sans plus tarder, je voudrais accueillir M. Clarel Constance du MITIA à partager avec nous ses observations et attentes. Merci. Merci Dai, merci à tous. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter notre association, le Mauritius IT Industry Association à Maurice. Donc, nous sommes une association qui existe depuis 2001. Donc, je ne vais pas aller trop en détail, mais normalement, en gros, ce qu'on fait, c'est de promouvoir le secteur des TIC, notre profession, les entreprises, leur savoir-faire, la visibilité et aussi la coopération entre les entreprises. Et je suis heureux d'être aussi aujourd'hui avec vous, puisque je me rappelle avec mes collègues de l'Economic Development Board, on a fait le déplacement en Sénégal il y a un petit peu plus d'1 an. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous et de visiter un certain nombre d'entreprises et d'endroits qu'on a trouvé très intéressants. Donc, brièvement, sur le profil des entreprises de notre secteur, donc ce sont plutôt des PME, en 5 et 200. On est plus ou moins
tout le monde, des partenaires, des grands éditeurs ou constructeurs, tels que HP, Oracle, Microsoft, Huawei ou autres. On est tout le monde bilingue. Beaucoup travaillent déjà sur 2 ou 3 îles de l'océan Indien. Bon, on fait aussi quelques prestations en Afrique et sur lesquelles on veut aller plus loin. Il est important de noter un chiffre aussi, c'est qu'à Maurice, on a à peu près 350 nouveaux diplômés du secteur des TIC par an qui viennent travailler dans le secteur. Les domaines de compétences de nos membres sont autour de ce qui est classique d'abord, c'est-à-dire le ERP, le développement d'applications avec ses extensions en termes d'applications mobiles, de BI, du développement web, du conseil, de la distribution des logiciels, des formations spécialisées informatiques, sécurité et surveillance. Mais surtout, la plupart de nos membres ont un focus de modernisation pour chacun de leurs domaines de base, hein, j'allais dire comme ça, qui est la transition cloud et tout ce qui est nouvelles technologies autour de l'intelligence artificielle, que ce soit de l'IoT ou du blockchain ou autre. Maintenant, quelle est notre vision du partenariat en tant qu'opérateur du secteur, l'association des opérateurs du secteur? C'est que nous considérons qu'il y a peut-être 2 avenues à bien voir. Une première qui est autour des entreprises qui vont s'installer dans l'un ou l'autre des pays, c'est-à-dire on a des entreprises probablement de la Côte d'Ivoire qui souhaitent venir s'installer à Maurice. On a des entreprises mauriciennes qui souhaiteraient aussi s'installer en Côte d'Ivoire. Notre vision de ce type de partenariat, c'est vraiment de faire un focus sur le savoir-faire de marché niche, un savoir-faire unique ou qui est complexe pour apporter de la valeur à l'industrie de là où on va s'installer. Il n'est pas question, et je pèse mes mots, hein, d'aller faire concurrence ou des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de trouver des zones de progression où chaque entreprise, que ce soit d'un côté comme de l'autre, une entreprise ivoirienne qui vient chez nous, une entreprise mauricienne qui va en Côte d'Ivoire, l'idée, c'est vraiment d'apporter ce savoir-faire spécial, de monter le réseau de partenaires locaux. Je pense que ça a beaucoup de valeur. Une entreprise qui s'installe peut travailler avec les autres qui sont déjà sur place, pour beaucoup de raisons. Et aussi de réfléchir sur l'extension dans la région et la sous-région. Une entreprise ivoirienne qui viendrait ici devrait réfléchir sur un rayonnement sur l'océan Indien dans des pays qui sont avoisinants ou même du côté de l'Afrique de l'Est qui peut être assez simple de faire d'ici. Et nous de même, les entreprises mauriciennes sur toute la sous-région autour de la Côte d'Ivoire, CDAO et compagnie. Ça, c'est une partie de la vision. Dernier point sur la vision, c'est, je pense que, et là, je vais terminer sur le rôle de nos associations, mais les entreprises qui ne vont pas s'installer ont quand même la possibilité de travailler ensemble, sans aller s'installer. Alors, comment le faire? On a toujours dans notre secteur des demandes, des appels d'offres qui sont un peu plus volumineux que ce qu'on est capable de faire soi-même en tant que société. Je parlais de PME au départ, n'oubliez pas. Donc, et là, on a tous besoin, de part et d'autre, besoin de capacité, besoin de compétences, besoin de disponibilité, besoin de travailler avec des clients finaux qui sont multi-pays. J'ai moi-même une expérience de travailler avec un prestataire qui est un partenaire, qui est en Afrique de l'Ouest et qui s'occupe de notre client et des pays dans lesquels il est en Afrique de l'Ouest. Et nous, ici, on s'occupe de notre client avec les pays où ils sont en Afrique de l'Est. Donc, tout ça mis ensemble, je pense qu'il y a un rôle important pour faire vivre cette vision du partenariat et la rendre réelle et la rendre, je veux dire, que ça fonctionne. Donc, on pense qu'entre l'Amitia et le Gothic, qui est votre organisation à vous pour ce type d'association, nous pourrions travailler mieux et en bonne intelligence pour diffuser l'information, pour mettre en relation les différents prestataires et faire que notre secteur et les opérateurs sont plus dans une spirale positive en faisant ce genre de travail. Donc voilà pour ma part ce que je voulais dire. Encore une fois, je remercie le DB de nous avoir invités
Et je repasse la parole à notre ami. Merci, M. Clara Constance. Merci d'avoir établi l'écosystème sur le TIC à Maurice et surtout les attentes et les ambitions des opérateurs qui sont à Maurice. Et sans plus tarder, je voudrais passer à M. Roshan Sitowal, président de l'OTAM, Outsourcing and Telecommunication Association, à nous partager sur l'évolution et les débuts du TIC à Maurice. Bonjour, merci à Olivier de m'inviter. Je vais prendre que l'industrie du TIC BPO a quand même bénéficié d'énormes d'investissements de la part du gouvernement aussi du secteur, de notre secteur. Entreprises avec un peu plus de 25 000 personnes en emploi. C'est un groupe de 4 secteurs. Contact les back-office avec certaines spécialisations dans RH, finance, comptabilité, sur l'acquisition et les ventes. Et l'autre segment serait l'innovation et recherche et développement. Viennent de ces segments-là. Si j'entends. C'est pénible, hein? Vous, allez, vas-y, Roshan. C'est bon, je continue. D'accord. Juste pour rappeler que le secteur, quand même, dans les années 2008-2009, quand il y avait la crise financière, le secteur avait accusé une croissance à 2 chiffres. Et depuis quelques années, on constate une croissance entre 6 à 7%, vu que notre bassin d'emploi est assez restreint et limité. Contrairement à d'autres pays, on va dire que l'île Maurice, on a du business, mais par contre, la masse critique nous fait défaut par moment. Alors, pour dire qu'on a évolué progressivement depuis les années 90 avec des opérations dites basiques et au fil des années avec beaucoup plus d'opérations à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, avec une expérience maintenant de plus de 20 ans et surtout avec de la maturité, avec beaucoup d'humilité, je veux dire que l'île Maurice est vue comme un peu le Big Brother de la région. Et l'île Maurice est devenue une plateforme d'excellence et de choix pour beaucoup de donneurs d'ordre d'Europe et même en Amérique. Notre bilinguisme est un atout considérable et la connectivité est aux normes mondiales. On peut confirmer aujourd'hui et dire que le succès du secteur ICT BPO a été grandement aidé par l'expertise étrangère, c'est-à-dire par le transfert de connaissances et aussi le savoir-faire et les débrouillardises des Mauriciens. Pour en revenir à la masse critique un peu plus tôt dont je parlais, et le bassin d'emploi, il y a eu quelques sociétés, c'est vrai, basées à l'île Maurice aujourd'hui, qui ne sont pas délocalisées, mais une partie des opérations se fait à Madagascar depuis quelques temps, parce que Madagascar est vu comme un bassin francophone à côté de nous dans 30 minutes de vol. Et aussi, c'est pouvoir venir complémenter certains volumes d'opérations qui ne peut pas se faire à l'île Maurice par manque de... c'est-à-dire qu'avoir le bassin un peu restreint, on n'a pas la masse critique. Et aujourd'hui, certaines parties des opérations ont quand même été délocalisées vers Madagascar. Nous avions, nous, en 2010, c'est-à-dire, je veux dire, OTAM, signé un premier protocole d'accord avec l'équivalent de TAM qui est Goticom à Madagascar, pour justement voir comment collaborer. Et cette collaboration a été faite justement à travers l'Union des chambres de commerce des leçons indiens et aussi axée sur une coopération régionale.
À cette époque-là, je peux vous dire qu'en 2010, Madagascar, c'est pas pour critiquer, mais c'est une réalité, pour vous dire que Madagascar n'était pas vu comme une destination TIC BPO, mais aujourd'hui, je peux vous dire, à l'heure où je vous parle, Madagascar, on a 7 à 8 000 positions, des positions qui auraient pu rester à l'île Maurice, mais par faute de masse critique, ces opérations-là sont aujourd'hui Madagascar. Alors aujourd'hui, on est un peu complémentaires dans la région. Ceci dit, certaines opérations délocalisées vers Madagascar, mais quand même, je peux dire, on peut confirmer que la partie des opérations à haute valeur ajoutée est restée à l'île Maurice. À part Madagascar, nous travaillons aussi en partenariat avec des pays dans l'Afrique du Nord. Bon, j'ai beaucoup parlé sur le bassin d'emploi, mais pour dire qu'on ne reste pas les bras croisés, on travaille avec les autorités actuellement. À l'heure où je vous parle, je peux vous dire que pas plus tard que la semaine dernière, on a eu une session de travail avec les autorités locales, avec qui nous avons des étroites collaborations, une discussion, concertation systématique, et que je peux vous dire qu'il y a dans l'agenda du gouvernement de former dans les 2500 personnes l'année prochaine. Dans le premier trimestre, les réunions vont se enclencher. Et dans ces 2500 personnes, il y en a une bonne partie qu'on appellerait le reskilling. Parce que par rapport au Covid, il y en a dans certains secteurs qui ont beaucoup souffert, qui souffrent toujours et qui vont souffrir encore. Et on va essayer de voir quelles sont ces personnes ou ces jeunes qui ont perdu et qui vont perdre leurs emplois, qui pourront être reskilled dans le secteur et en même temps nous donner un peu plus de masse critique pour l'avenir du secteur. Alors, j'ai parlé de la COVID tout à l'heure là, un peu plus tôt. Pendant le confinement, le secteur des TIC a été un des secteurs les plus résilients. On a pu déployer ce qu'on appelle le work from home, le télétravail. Et là, ce qui est bien de dire qu'on l'a fait au pied levé. Peut-être que toutes les entreprises n'étaient pas préparées, mais on l'a fait au pied levé, mais quand même, on peut dire que à 40-50% des entreprises ont pu opérer en télétravail. Mais aujourd'hui, c'est bon de dire qu'il y a depuis quelques semaines, nous avons une législation maintenant pour le télétravail qui n'était pas le cas pendant le lockdown. Pour dire combien de sérieux, les autorités ont pris ça en considération et qu'aujourd'hui, c'est devenu une réalité, cette résolution sur le télétravail. Alors, pour conclure, je dirais que tout comme la Côte d'Ivoire, nous avons nous aussi des grandes ambitions pour le secteur à court et moyen terme. Et il faudra prendre en compte les avantages et surtout les opportunités. Peut-être, je dirais que c'est un blessing in disguise que la COVID nous a apporté, de se réveiller un peu, hein, de ne pas rester dans notre bulle, de faire les choses un peu autrement. Alors, je dirais bien de prendre en compte les avantages et opportunités de la pandémie qui peut nous apporter en termes de délocalisation de certaines opérations d'Europe, d'Amérique vers, je dirais, la région et l'Afrique. Donc, je dirais, pour terminer, affûtons nos armes et être prêts pour une reprise éventuelle avec, si on peut travailler en collaboration des deux pays, avec notre savoir-faire aujourd'hui, notre maturité dans le secteur, peut-être qu'avec d'autres séances de travail, d'autres sessions de travail, on peut voir comment on peut faire plus ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Rochen-Sitwell. Merci d'avoir partagé un petit peu cette évolution et surtout ce qu'on attend dans le post-Covid era, des opportunités qui pourront venir dans la région et surtout dans tout le continent africain. Et maintenant, j'ai le plaisir d'inviter M. Olivier Meyer, représentant du Chambre de commerce de l'industrie France-Maurice, à partager avec nous surtout le French Tech à Maurice et pour le continent, un petit peu comment ça s'évolue. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Meyer, je représente la CCIFM, donc la Chambre de commerce France-Maurice. Et plus particulièrement, je suis responsable de la commission TIC au sein de la Chambre. La Chambre réunit 300 et 400 entreprises françaises liées à la France.
Et sur la commission TIC, on va dire qu'on est entre 30 et 50 entreprises liées au TIC. En fait, il y a l'activité BPO et il y a l'activité TIC où vraiment il y a des entreprises qui font du développement de logiciels, qui font de l'intégration et qui apportent des solutions digitales, et d'autres qui apportent plutôt du service lié au digital avec tout ce qui est service avec de la voix et aussi pas de voix, tout ce qui est service administratif ou comptabilité ou autre. Je suis aussi membre et au board de la French Tech Maurice, parce qu'en fait on a une French Tech à Maurice, qui est une antenne de ce qu'a fait la France sur le développement digitaux, tout ce qui est aussi développement de start-up, voilà, et innovation. Au sein de la Chambre de commerce, on a vraiment des entreprises, des start-up, mais aussi des petites et moyennes entreprises et des entreprises un peu plus conséquentes qui sont des filiales de groupes français. Par exemple, on a Orange Business Service, on a aussi Accenture et voilà, Aztec, par exemple. La plupart des entreprises françaises ou installées à la Chambre de commerce, Business Process Outsourcing. Je crois que c'est ça, BPO. Voilà. Donc c'est Business Process Outsourcing, donc c'est outsourcer, prendre un partenaire externe pour pouvoir gérer des processus donc administratifs ou commerciaux ou de la téléprospection, de la télévente. Voilà. J'espère que je réponds à la question. Exactement, il y a aussi du portage et des call centers. Exactement. On a des sociétés de portage, typiquement, par exemple, Talenteum, qui est une société de portage, qui est aussi une start-up, qui est assez reconnue, qui vient d'être promue dans les start-up prometteuses sur l'Afrique. Le siège et les fondateurs sont à Maurice. Voilà. Les sociétés françaises se sont généralement installées à Maurice pour plusieurs raisons. La première raison, merci. La première raison, c'est de pouvoir être plus résilient sur le marché français avec un back-office à Maurice. Ça nous permet, encore une fois, d'outsourcer certaines compétences, d'avoir aussi une meilleure compétitivité en termes de prix, d'avoir des ressources mauriciennes qui sont bilingues, bien formées par les universités locales, et qui sont aussi donc, du coup sur une connaissance anglaise et une connaissance française. Ça nous permet également d'étendre nos marchés, puisqu'on peut travailler du coup grâce à ce basement à Maurice sur l'océan Indien et sur l'Afrique de l'Est. Et je pense que c'est quelque chose qui serait très bénéfique pour vous sur la Côte d'Ivoire, parce que vous, sur l'Afrique de l'Ouest, vous êtes encadré par des pays qui sont francophones, mais pas que. L'Angola, le Nigeria, le Ghana sont des pays anglophones. Et typiquement, nous, sur notre bassin océan Indien, on a à peu près la même chose, puisqu'on a Madagascar qui est francophone, et puis d'autres pays qui peuvent être un peu plus anglophones. Voilà. Pour finir, on a quand même des sociétés qui sont installées depuis maintenant. La société que je gère est là depuis 10 ans. On est passé de 5 à maintenant une quarantaine. Et si je compare avec d'autres sociétés qui sont à la Chambre de commerce, on doit avoir une dizaine de sociétés ou une quinzaine de sociétés qui ont suivi le même cursus dans différents domaines, que ce soit du e-commerce, que ce soit du e-marketing, de l'accompagnement sur du développement de sites web, de l'ERP. On a effectivement des partenaires comme par exemple Spoon, qui est aussi sur tout ce qui est développement Salesforce, donc avec aussi des niches sur des niches technologiques. Voilà.
Merci Olivier, merci d'avoir partagé. C'est bien de savoir qu'on a une 30 à 50 entreprises françaises basées à Maurice et donc qui emmènent avec nous ce French Tech à Maurice et qui ajoute dans l'écosystème du TIC à Maurice, qui est très bien. Et maintenant, on va bouger sur la partie où on aura des interventions des opérateurs de l'île Maurice. Et on a vu avec nos intervenants, Clarel et Roshan et Olivier, l'écosystème, comment ça se passe, qu'est-ce qui est fait à Maurice, et surtout avec le IDB et le gouvernement, on met en place des politiques afin de faire la promotion de l'innovation à Maurice. Et comment ça se passe, quelles sont les applications, quels sont les produits innovatifs. On aura une idée à travers l'intervention de nos 5 représentants ici. Ils auront chacun 3 minutes à parler un petit peu des innovations qu'ils sont en train de faire. On va commencer avec le Jeb Limited, donc j'accueille Brian Van Schalbeck. Bonjour, merci Lina de me donner l'occasion de présenter Jeb et de présenter Ursula. Et 3 minutes, donc c'est montre à la main, j'ai l'impression. Et voilà, donc Jeb Limited, donc je représente Jeb Limited. Jeb Limited est une compagnie, je vais dire, de passionnés informatique. Je suis moi-même passionné du développement informatique et définitivement, on veut absolument innover, on veut absolument faire notre propre produit. Donc, on est bien conscient qu'il y a beaucoup de solutions sur le marché, mais pour nous, donc passionnés informatiques, c'est très, très important d'avoir, de faire notre propre produit et de ne pas adapter des produits existants. Comment je fais pour aller au prochain slide? Ouais? Non. C'est possible de... OK. Donc voilà, donc notre produit phare, enfin jusqu'à là, notre produit phare est Ursula. Donc Ursula est une solution pour la gestion de ressources humaines en large, la gestion des ressources humaines, et avec beaucoup d'emphase sur la gestion de présence. Donc là, le fait que je m'adresse à la Côte d'Ivoire, donc j'aimerais bien dire que la solution Ursula est une solution très intéressante quand on a un labor intensive activity, une production avec beaucoup de labor force, parce que on va bien dans les détails, bien dans des détails de calculation des heures, okay, avec un minimum d'intervention humaine, un maximum d'automatisation. On fait aussi la paie, mais on n'a pas de législation pour la Côte d'Ivoire pour le moment. On travaille sur la législation pour Madagascar, pour les Seychelles, pour Maurice, bien sûr, où il y a pas mal de clients qui utilisent la solution. Mais pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Donc, d'où ma présence ici, où je voudrais justement savoir s'il y a des partenaires éventuels qui souhaiteraient adopter une solution, qui recherchent une solution, peut-être pour faire de la pour être compétitif sur votre marché à vous. Donc, d'où Ursula. Donc attendance, payroll et ressources humaines. Next slide. Et in a nutshell, donc Ursula est complètement web-based et c'est 100% pay-as-you-go. Ça veut dire que vous payez, il n'y a pas de upfront cost, vous payez pour ce que vous utilisez. Et l'environnement où Ursula est hosté est très sécurisé et aussi très protégé. D'accord? Next slide. Donc, le produit vraiment, allons dire, notre nouveau petit bébé, parlez-moi vous dire, hein, notre nouveau poulain, right, ça s'appelle FaceScan. Alors, FaceScan a vu le jour grâce à Covid, je dois dire, parce que juste pendant la pandémie, on a commencé à m'appeler pour me demander, Brian, on utilise Fingerprint, on ne pourra plus utiliser Fingerprint. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Bien sûr, il y a des machines traditionnelles. Les machines traditionnelles, elles coûtent. Les machines traditionnelles prennent le temps pour faire l'acquisition. Et donc, il y a toute cette problématique-là. Donc, oui, on est venu. Il y a les machines traditionnelles, face recognition, je veux dire, hein, la reconnaissance faciale. Donc, on est venu avec Ursula FaceScan, qui est une solution que vous pouvez télécharger sur Google Play et qui est bien sûr complètement intégrée avec notre solution de ressources humaines, gestion de présence, payroll, etc. Donc, ça, c'est pour FaceScan. J'ai entendu un message qui est en train. Je peux voir un peu le message, s'il vous plaît? Peut-être escape? Non, OK, c'est bon. Ensuite, voilà. Donc, je voulais aussi
il y a bien sûr FaceScan qui nous différencie, qui est un produit très novateur, qui est gratuit sur Google Play. J'aimerais aussi pousser quelques points qui j'espère, vous intéresseront. Premièrement, on a le souhait de proposer une solution, et world-class solution, à un prix incroyable ou un prix extraordinaire, je ne sais pas comment je vais dire ça. Donc ça c'est une première chose, et on maintient bien que c'est 100% cloud solution. Vous venez, j'ai combien de temps? Non, ça va. Vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. Donc il n'y a pas de upfront cost. Et ensuite, certaines choses que vous pouvez lire, je ne vais pas aller dans les détails de tout ça. Et surtout pour encore une fois, je viens sur le labor intensive, parce que quand on parle de labor intensive, on a la grande problématique d'avoir une gestion de coûts par projet, ou bien gestion de coûts par chantier, ou bien gestion de coûts par champ, je ne sais pas, dépendant de votre activité. Donc, on va vraiment en détail dedans pour pouvoir donner en fin de compte un compte rendu de ce que la personne coûte à la compagnie, mais par projet. Yeah. Voilà, merci Brian. C'est terminé, 3 minutes, c'était court. Merci. Non, le but, c'est plutôt de partager la technologie innovative. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on donne 3 minutes. Hein. Non, c'est bon, ça va, merci. Et ensuite, maintenant, donc, j'aimerais accueillir Neha Rambridge de Clutch, qui va parler un petit peu de son innovation. Quel est ton point de partager avec nous? D'accord. Alors, bonjour, je me présente, je suis Neha Rambridge, je suis la directrice de The Clutch. Et prochain slide, s'il vous plaît. Bon, pour vous dire franchement, nous, on est une société basée à l'île Maurice, mais qui travaille déjà sur 3 pays différents, le Kenya, le Ghana et l'Afrique du Sud. On nous surnomme un peu, on est les African Geeks, parce qu'on essaye de développer le African Technology, c'est-à-dire apporter les développeurs africains pour développer des solutions, plus précisément dans 3 secteurs spécifiques, le Digital Health, l'agritech et le e-sports. Et pour l'instant, on est en train de travailler sur un projet qu'on appelle Mookie. Prochain slide, s'il vous plaît. Je ne vais pas perdre trop de temps. Prochain slide. Alors, Mookie est une application mobile sécurisée qui est actuellement testée en Afrique du Sud par 70 000 usagers. Mookie, c'est une application révolutionnaire qui prône le renforcement de la sécurité des patients africains. Il faut savoir que selon l'OMS, les défaillances en termes médicaux sont équivalents des problèmes tels que le paludisme. C'est l'un des, on va dire, c'est l'un des problèmes qui cause pas mal de mortalité en Afrique et aussi dans le monde. Alors Mookie, pour l'instant, on est en train de travailler sur une application qui pourra éventuellement aider à combattre ces problèmes. Là, on est sur l'Afrique du Sud. On est en train de tester par 70 000 usagers où les problèmes qu'on a, on va dire, tackle pendant ces 2 ans, c'est le VIH, le paludisme et bien sûr la tuberculose. Et les résultats étaient vraiment conséquents où on a pu, on va dire, pas éradiquer, mais contrôler les données. On a évité les duplications. Et du coup, maintenant, le Mookie 2.0 est sera doté d'un Client Profile Node, d'un dossier médical, des problèmes de santé préexistants, aussi que des données sur les allergies, prescriptions antérieures, nodes pour les cliniques, blockchain et data mining. Pour être court, Mookie est une plateforme moins, on va dire, c'est budgété pour les Africains. Ça peut être utilisé par le secteur public et aussi par le secteur privé, les deux. C'est un projet très innovant qui a été développé par un développeur sud-africain, marketed par une Kenyane, et tout le concept a été créé à l'île Maurice. Ça fait maintenant 2 ans qu'on essaie Mookie 2.1.0 et on essaye maintenant d'utiliser Mookie 2.0 sur le Ghana et pourquoi pas sur la Côte d'Ivoire où on sait déjà que le VIH, la tuberculose et aussi le paludisme restent un problème important au niveau du secteur de la santé.
Et voilà, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Merci Néa. C'est très intéressant, je pense, en ce temps de Covid, des innovations. En fait, ça reste que le fait que ça va aussi prédire les pandémies. Certainement. C'est ça ce qui est bien. Donc, déjà, c'est bien, c'est innovatif. Et notre troisième intervenant sera M. David Goinden de Ekem Amio Limited. Bonjour tout le monde, je suis David Goinden, responsable du département électricité, instrumentation et automation chez Ekem. Donc Ekem fait partie du groupe français qui emploie 1500 personnes en France, un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, 25 agences, 30 années d'expérience et implanté dans 6 pays. À Maurice, nous avons 16 années d'existence, nous avons 60 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Nos différentes équipes à Maurice sont amenées à faire des études, notamment dans le milieu industriel, où nous faisons la conception de tuyauterie, la conception des cuves, des dépôts pétroliers. Nous avons une équipe de reverse engineering qui est amenée à faire la modélisation 3D des pièces, des structures, des bâtiments tertiaires. Nous avons aussi un département EIA dont je suis le responsable qui nous permet de faire des études dans le milieu industriel aussi bien que le milieu tertiaire. Associé à cette équipe EIA est une entité IoT qui nous permet de développer et d'intégrer des solutions en fonction des différents besoins de nos clients. Nos équipes sont amenées à travailler dans le tertiaire, dans l'industrie pétrochimique, dans le nucléaire, dans l'oil and gas, aussi bien que dans l'énergie et l'environnement. Donc, aujourd'hui, à Maurice, nous avons été amenés à développer plusieurs solutions. Une de nos solutions, c'est le Smart Smoke Detection Solution, où nous avons déployé à ce jour plus de 3000 détecteurs de fumée sans fil, qui est sur un réseau Sigfox et qui nous permet d'avoir plusieurs types de notifications en parallèle, notamment une notification sur une Smart Box pour les pompiers, une notification par SMS et par email pour les responsables de maintenance, aussi bien qu'une notification par dashboard pour les opérateurs. Nous avons aussi développé d'autres solutions de Smart Parking Management, de Smart Farming pour les greenhouses qui permettent d'optimiser les différents dosages en eau, luminosité, ventilation de manière à optimiser la production. En gros, nous, on est intégrateur de solutions qui permettent d'optimiser les process, d'augmenter la productivité et de réduire et prévoir les coûts de maintenance. Voilà, donc comme je vous disais, Ekem, c'est la matière grise qui colore vos projets et on souhaiterait collaborer avec vous sur les éventuels projets que vous serez amenés à travailler. Merci. Merci bien d'être rapide aussi et c'est très intéressant ce que vous faites dans tout ce qui est l'énergie et autres opérations. Définitivement, ce sera quelque chose de très bien pour l'Afrique, le continent. Et maintenant, on passe au Rogers Capital Technology Services, donc M. Dave Koo. Merci. Bonjour, je suis Dave Koo, directeur général de Rogers Capital Technology, qui opère dans le domaine des TIC depuis plus de 20 ans. On est service provider de solutions informatiques à Maurice, aussi service provider des infrastructures réseau télécom et aussi service provider Internet. On propose donc des solutions de services d'accès à l'Internet et aussi solutions IT, que ce soit infrastructure, que ce soit système ou applicatif IT, à des entreprises à Maurice, en Afrique et aussi dans la région océan Indien. Justement, en Afrique, on a des points de présence en Afrique du Sud, au Tanzanie, Kenya, et puis tout dernièrement, en juillet, on a ouvert un bureau à la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, c'est le dernier qu'on a ouvert en Afrique. Sur l'océan Indien, on est présent à Madagascar, aux Seychelles, et puis à La Réunion. Et on fait partie, comme vous voyez sur ce slide, du groupe Rogers et ENL. On est plutôt dans le cluster FinTech. Et vu qu'on offre, bien sûr, à des entreprises dans la région, mais aussi dans le groupe,
on a développé des compétences, des connaissances, je dirais, métiers dans la fintech, dans l'hôtellerie, le domaine hôtelier, logistique, commerce et industrie. Prochain slide. Prochain slide, s'il vous plaît. Oui, on a regroupé sur ce slide, en fait, les différents services qu'on offre. Et je vais parler dans les détails, bien sûr. Le maître, c'est la transformation digitale. On a vu que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui est important pour pas mal d'entreprises. Donc, on a changé la plupart de nos lignes de produits et services pour se focaliser sur la digitalisation des entreprises. Et on a développé des solutions packagées et customisées avec des concepts one-stop shop pour aider les entreprises à accélérer dans leurs initiatives de transformation digitale. Et donc, on peut offrir pas mal de solutions de connectivité, de développement de logiciels, de ERP et solutions cloud, Azure, Amazon, et que ce soit cloud privé ou public, des solutions de sécurité, cybersécurité qui vient avec la transformation digitale et qui est importante, et puis des solutions de plateforme serveur, le côté hardware, etc. Donc, ça c'est à ce niveau. Prochain. Et puis, en fait, on a préféré parler de robotic process automation et intelligence artificielle et machine learning, vu que c'est, on voit qu'avec la digitalisation, surtout avec la COVID, où il y a beaucoup d'entreprises en fait qui recherchent des solutions de réduction de coûts et aussi gain en efficience et aller vers la digitalisation avec le télétravail, etc. Au lieu d'avoir tout le système au sein des entreprises, mais porter tout ça sur le cloud ou bien dans des data centers. Donc, on a développé rapidement des solutions sur robotic process automation et avec l'intelligence artificielle et machine learning qui permet de... Le bon côté de tout ça, c'est que si vous voulez aller vers la digitalisation, ce qu'on a vu, c'est on peut garder tous les legacy systèmes existants. Il n'y a pas lieu d'aller vers des projets de changement de tous les systèmes IT. On garde des systèmes existants et puis derrière, on peut rapidement aller vers la digitalisation. Donc, on a fait pas mal de développement là-dessus au niveau des différents secteurs que vous voyez, donc assurance, financials, hospitality, health, technology, retail et automobile, etc. Et ça, c'est en train de grandir. Et l'avantage que ça donne très rapidement, c'est qu'on peut accélérer la digitalisation et que l'entreprise peut rapidement avoir des gains en operational excellence. Donc, le côté customer experience aussi est amélioré et bien sûr l'employé aussi travaille beaucoup plus rapidement au sein de l'entreprise ou même à distance. Prochain. Donc, dernier slide, c'est juste pour vous dire comment on peut travailler ensemble aussi. Ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on a fait avec les dernières technologies, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les entreprises hésitent à aller de l'avant rapidement avec les dernières technologies parce qu'ils ne savent pas trop comment faire. Donc, on a développé des concepts de co-création, c'est-à-dire on a commencé au départ avec des concepts de Innovation Lab au sein de notre propre entreprise. Et puis rapidement, on a trouvé que ça pouvait aller vers du Digital Factory, où là, on travaille un peu comme des startups ou des incubators. On travaille ensemble avec les employés des entreprises, etc. Et dans ces concepts de co-creation, on développe ensemble avec l'entreprise des nouvelles solutions. Ça peut être avec du RPA, du Artificial Intelligence et Machine Learning, etc. Et c'est des concepts, je pense, qu'on peut effectivement exporter parce que quand on va vers l'Afrique, ce qu'on fait systématiquement, c'est travailler avec des partenaires. Et donc là, avec ce concept de co-création, on peut vraiment développer des partenariats et puis des transferts de connaissances entre différents partenaires. Donc voilà, j'ai dit. Merci Monsieur Delacou. Voilà, on passe maintenant tout de suite à Monsieur Kelvin César de Neosco Limited. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Kelvin César. Donc, je travaille comme chercheur appliqué pour l'entreprise Neosco Limited. Donc, récemment créé en 2018. Et donc, nous appliquons des technologies émergentes. Nous avons 18 employés de 5 pays différents, donc de l'Allemagne et de Bulgarie,
de l'Australie et aussi de l'Inde. Bien sûr, on va dire que le head office est basé à Maurice. Donc là, pour le moment, nous travaillons directement avec un on va dire, de nos gros clients qui est pour l'industrie cannière. Donc en ce moment, nous avons installé des stations automatisées pour lui. Donc il y a 5 stations qui est basées pour le moment dans le nord. Il y a un dans le sud. Donc c'est des stations météo incluant des capteurs, par exemple, pour pouvoir connaître, pour savoir exactement combien d'eau il y a dans la terre, et par exemple en termes d'humidité et température, et aussi un forecast de 7 jours qui est relié directement avec un système satellite. Nous avons aussi développé un système d'irrigation autonome, donc qui permet justement, on va dire, faire l'irrigation, donc donner de l'eau à tout le système de façon autonome, sans intervention humaine. Et puis, nous travaillons aussi sur un concept de ce qu'on appelle le Satellite Observation. Et là, en ce moment, nous travaillons sur un projet qui s'appelle le Urban Monitoring System pour monitorer surtout la qualité de l'air et surtout en temps réel, pour savoir, par exemple, il y a 5 villes ici à Maurice, quelle est la ville qui émet plus de l'émission CO2 en temps réel, et savoir justement trouver des solutions appropriées, parce que nous avons trouvé que nous faisons face à des défis majeurs comme changement climatique, sécurité alimentaire et bien sûr le Covid-19. Et bien sûr, tout est relié dans un système de cloud qui permet aux utilisateurs d'avoir accès là où ils sont. Donc, quels sont les avantages? Donc, c'est un système 100%, on dit paperless, et bien sûr, ça réduit énormément le coût d'opération. Bien sûr, en ce moment, c'est le Covid dans plusieurs pays, mais ça permet aussi de travailler dans un système de lockdown. Le système travaille sans par lui-même. Vous avez, même si un client qui vient, il peut avoir accès à des données, disons, en arrière. Par exemple, aujourd'hui, à Maurice, nous avons un problème d'eau. Donc, mais par exemple, notre système satellite nous permet d'identifier des boreholes à Maurice à 100 mètres de profondeur sans même toucher la terre. Donc, tout ça est possible. Nous avons testé le système et nous, on émet des rapports bien spécifiques à nos clients. Et tous nos services, c'est des services taillés sur mesure. Et bien sûr, c'est un système futuristique. Nous développons aussi, en parallèle avec d'autres fournisseurs à l'étranger, des technologies qui émergent et voir comment l'adapter dans le contexte à Maurice. Et bien sûr, pourquoi pas, nous sommes en train de discuter avec nos partenaires au niveau de l'océan Indien, et pourquoi pas, et aussi aller vers là-bas. Et bien sûr, pourquoi pas aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc l'opportunité est là. Et merci pour ça. Et voilà un peu en général pour Neosco Limited. Donc merci à tous. Merci Kevin, c'est très intéressant. Je remercie tous les intervenants, les entreprises. On a vu des solutions vraiment très innovatives. On a vu le Pay as you go sur le système HR and Payroll, et je pense que c'est très intéressant, le Pay as you go, qui est un concept super, et c'est un mobile technologique, d'après ce que j'ai compris aussi. On a vu des applications mobiles sur la sécurité des patients, surtout en Afrique. Le paludisme, le HIV, c'est très, très intéressant. La transformation digitale, le Internet of Things, qui s'applique sur l'agriculture, la quantité d'eau, l'irrigation autonome, les systèmes 100% paperless et le Robotic Process Automation. Donc vraiment, je crois qu'on a une diversité d'innovations et qu'on pourra vraiment y travailler dessus. Et là, on passe à l'étape où on va bouger vers la Côte d'Ivoire et les interventions de la Côte d'Ivoire. Surtout, je pense, pour les opérateurs mauriciens qui sont online, c'est les attentes des opérateurs de la Côte d'Ivoire, mais surtout de partager un petit peu avec nous ce que vous avez entendu et comment on pourra travailler ensemble, développer cette collaboration, cette complémentarité mauricienne et ivoirienne, afin qu'on puisse s'attaquer au marché de l'Afrique de l'Ouest. Et sans plus tarder, je voudrais maintenant passer à notre ami Franck Conin de la CPC pour nous donner un petit peu l'aperçu ou l'état des lieux à la Côte d'Ivoire pour l'instant. Franck, à vous. Franck, on t'entend pas? Vous pouvez le unmute automatiquement. Franck, il faudra recommencer. Vous pouvez unmute. Ton micro est fermé. Attendez. Là, c'est bon. C'est bien, merci. C'est bon? Ok. Donc, je disais que je vous remercie de me donner la parole et
Nous remercions IDB qui est notre partenaire de l'île Maurice et chaque année nous avons des webinaires, des discussions pour orienter nos stratégies en matière d'attraction d'investissements innovants pour nos pays. Alors, je vais intervenir sur 3 petits volets, donc présenter un peu la situation actuelle de notre pays et puis vous présenter quelques petits développements qui sont en cours dans le domaine du numérique et puis faire quelques petites propositions des axes de partenariat possibles avec la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire a enregistré depuis une dizaine d'années maintenant un taux moyen de croissance qui avoisine les 7%. Et ce taux de croissance se répartit au niveau du secteur primaire à hauteur de 4%. Le secteur secondaire contribue en croissance à 10% et le secteur tertiaire, lui, par contre, contribue au PIB à hauteur de 55%. Et le secteur tertiaire est un secteur dominé entièrement par les télécoms, par le transport et puis par la distribution. Ce qu'il faut noter là, c'est que les choses ont changé à cause de la situation du Covid. Donc, nos pays ont subi. Et aujourd'hui, avec la pandémie, les prévisions de clôture de croissance pour l'année 2020, les prévisions sont estimées à 1,7% de taux de croissance pour cette année 2020. Donc, il y a un grand écart. Mais par contre, les prévisions de croissance pour l'année 2021 sont assez améliorées. Donc, nous estimons la croissance en 2020 pour 6,5% à peu près. En ce qui concerne la situation politique, bon, donc la Côte d'Ivoire vient d'achever son processus électoral avec la réélection du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui a été élu à un nouveau mandat. Et le climat politique est en train de muter et s'améliorer davantage à travers un dialogue politique que le gouvernement a ouvert auprès de l'opposition pour garantir une cohésion sociale réussie. Donc, les amis mauriciens n'ayez pas peur, la Côte d'Ivoire est en paix et le mécanisme est en marche pour qu'il y ait une cohésion sociale et qu'elle soit inclusive. Et bientôt, donc le mois prochain, nous allons passer à l'investiture du président de la République. Et la machine est en marche parce que le nouveau plan national de développement 2021-2025 est déjà prêt et va bientôt être annoncé, qui va décliner tous les axes de développement de la Côte d'Ivoire et donner les grandes lignes, les grandes orientations. En ce qui concerne les investissements, je vais faire un petit rappel des années 2012 jusqu'en 2019. Là, ce sont les investissements qui ont été agréés par le Centre de promotion des investissements privés. Donc, ce sont des investisseurs, des promoteurs de projets qui ont bénéficié du Code des investissements de la Côte d'Ivoire. Donc, on a enregistré 4 525 milliards d'euros d'investissements agréés par le Centre de promotion des investissements. Et ces investisseurs sont de divers pays et nous avons noté que 20% de ce montant provient essentiellement de l'Europe. Mais avec la situation du Covid, cette année 2020, malgré la situation du Covid, nous avons observé qu'il y a une croissance dans les investissements. Aussi bizarre que ça ne pourrait paraître. Parce qu'en 2019, de nombreux investisseurs ont développé des projets et n'ont pas été découragés à cause de la situation du Covid. Donc, tous ces projets sont restés en phase d'étude et d'accompagnement jusqu'à maturation. Donc, ce qui explique que le premier semestre de 2020, nous avons déjà en portefeuille 450 milliards d'investissements qui ont été agréés par
par le Centre de promotion des investissements. Alors, parlons maintenant des investissements mauriciens. Les investissements mauriciens qui ont été captés par notre structure, par le CPCI, depuis une dizaine d'années, depuis les 2 dernières années, 2018 et 2019, je vais communiquer quelques chiffres. En 2018, nous avons capté 4,5 milliards d'investissements mauriciens et en 2019, il y a eu un pic, un important pic de 322%, donc on a capté 19 milliards d'investissements en 2019. Donc c'est une augmentation très, très importante. Cependant, les secteurs sont assez diversifiés. Ces investissements ont été attractifs dans les secteurs de l'agro-industrie, qui a contribué à hauteur d'à peu près 69-70%. Ensuite vient les télécoms, de 13% à peu près. Ensuite, nous avons eu des investissements dans le secteur de l'éducation, de la formation et puis de la santé, à hauteur de 12%. Et Maurice aussi s'intéresse à l'extraction minière en Côte d'Ivoire. Nous avons enregistré quelques entreprises dans le secteur minier, donc une contribution de 4%. Et tout le reste provient du secteur des services. Alors, en 2020, au premier semestre, nous avons capté 2,8 milliards, à peu près 3 milliards d'investissements. Donc là, on est en CFA, 3 milliards d'investissements mauriciens, principalement dans l'agro-industrie, qui est à peu près 90% de ce montant d'investissement, et puis le secteur de l'extraction minière, qui est de 10% à peu près. Maintenant, parlons un peu de la COVID-19. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, devant la situation du Covid, a pris de nombreuses mesures et avec les efforts de notre gouvernement, nous avons aujourd'hui, si je peux donner les statistiques d'hier, nous avons enregistré 20 855 cas déclarés et contre 20 572 cas guéris. Donc, il y a quand même un taux de guérison de 98% à peu près. 2% de cas qui sont encore en suivi. C'est un bon record, mais depuis quelque temps, nous avons observé depuis maintenant 3 semaines qui commence par avoir une petite hausse des cas, du fait, bien entendu, du relâchement des mesures barrières des populations, mais une sensibilisation est en cours pour relever ce défi. Et dans ce contexte, le gouvernement a pris beaucoup de mesures, beaucoup d'incitations pour encourager le secteur privé à maintenir ses activités malgré cette résilience. Je peux vous donner quelques exemples. Nous avons mis en place des systèmes d'exonération au niveau fiscal, des fonds de soutien pour les entreprises, des TPE, des PME, des très petites entreprises, des moyennes et des grandes. Il y a eu aussi des procédures qui ont été mises en place en ce qui concerne l'annulation des pénalités au niveau des impôts, donc la prorogation des exonérations et puis aussi l'annulation des contrôles et des audits au niveau fiscal, etc. Bon nombre de mesures ont été prises en compte et je pense qu'avec l'intervention de nos amis du GOTIC qui sont acteurs dans le secteur privé pourront donner quelques petits exemples d'entreprises qui ont sans doute bénéficié de ces avantages du gouvernement. Dans ce contexte Covid, il y a des choses qui ont été élaborées, qui ont été faites. Donc, je vais vous parler un peu des derniers développements très rapidement dans le secteur du numérique. Vous savez que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a, depuis 10 ans, mis en place un ministère qui est chargé de la transition vers le digital. Et donc, pour cela, un bon nombre de projets ont été élaborés pour migrer toutes les procédures administratives
vers la numérisation. Par exemple, au niveau de tout ce qui est fiscal, avec le Trésor et le service des impôts en Côte d'Ivoire, nous disposons maintenant d'outils en ligne qui permettent aux entreprises de faire leur déclaration d'impôts en ligne, donc sans se déplacer. Donc tout ce système de documents administratifs qui, à l'époque, ralentissait le processus, est passé maintenant dans un système digital. Et aujourd'hui, on peut compter 80 procédures administratives qui ont été numérisées à ce jour, principalement dans le secteur de l'éducation, de l'agriculture, de la santé aussi, et puis du tourisme. Et donc, ces 80 procédures qui ont été mises en place avec un objectif de numériser 300 procédures administratives. Donc, il y a vraiment du travail encore à faire. Il y a aussi des plateformes qui ont été mises en place donc, pour les états financiers. Il y a aussi le ministère de l'Éducation nationale qui a voulu intégrer dans le système de formation depuis le cycle primaire, secondaire jusqu'à l'université, les TIC, donc les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, dans le cycle primaire, les élèves ont un cours sur les TIC. Et c'est tout un programme qui a été élaboré, qui fait qu'aujourd'hui, il y a matière à développer de nouveaux projets dans ce sens. Et avec le Covid, ça a été la première en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, où les élèves ont dû suivre les cours à partir de la technique. Au niveau du secteur privé, il y a eu aussi beaucoup d'activités qui se sont développées. Il y a le commerce électronique qui de plus en plus prend de la place, avec quelques sociétés comme Jumia, comme Africaria, qui se sont installées en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le service de courrier à la demande, qui est de plus en plus développé en Côte d'Ivoire. Il y a le covoiturage avec l'arrivée de Uber, avec l'arrivée aussi de Yandex, les Russes, avec Africable. Voilà des petits exemples. Il y a aussi le développement de la fibre optique, qui est de plus en plus importante parce que 90% des connexions Internet utilisent encore les réseaux ADSL ou WiMAX. Donc, on est vraiment dans une... On va partager plus. On va devoir bouger sur d'autres intervenants. Mais si tu veux résumer, vas-y. Je termine en disant qu'il y a des axes de développement qui sont possibles dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la cybercriminalité, cybersécurité, et puis aussi dans les projets d'innovation technologique. Voilà. Donc, on pourra en parler s'il y a des questions. Merci beaucoup, Franck. C'est très, très intéressant de voir en temps de Covid la croissance des idées à la Côte d'Ivoire à 1,7% et 6,5% l'année prochaine. Donc, c'est déjà très promoteur. Et je pense aussi ce qui intéresserait, Franck, de ton côté, les opérateurs mauriciens, c'est cette numérisation des procédures à la Côte d'Ivoire. Et j'en suis sûr qu'il y aura beaucoup qui rentreraient en contact avec toi pour en savoir quelle est la procédure pour qu'eux aussi puissent participer, soit à leur propre compte ou en association avec des entreprises de la Côte d'Ivoire. Donc, je laisse ça à des contacts ultérieurs. Je partagerai tes coordonnées avec les opérateurs qui sont intéressés pour qu'ils puissent rentrer en contact avec toi. Et sans plus tarder, maintenant, on va passer au directeur général de VITIP, M. Philippe Pango, qui va partager un petit peu les intérêts sur cette zone spéciale sur le TIC et le biotechnologie à la Côte d'Ivoire. Et voilà, Philippe, c'est à vous. OK. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. On vous entend bien. D'accord. Je suis Philippe Pango, le directeur général d'une entreprise qui s'appelle VITIP. VITIP, c'est le village des technologies de l'information et de la biotechnologie.
Nous sommes situés à une demi-heure à peu près de la capitale Abidjan, dans une petite ville de Grand Bassam, qui est une ville balnéaire. Je ne vais pas dire qu'il ressemble un peu à Maurice, mais qui rêve de ressembler à Maurice, hein, avec ses plages et ses cocotiers et tout ça. Alors, le projet consiste en une zone franche. Nous sommes deux choses à la fois. Nous sommes une zone franche, c'est-à-dire nous avons un régime fiscal incitatif qu'on offre aux entreprises qui décident de s'installer chez nous. Par contre, nous ne sommes pas la zone franche typique industrielle tournée vers l'export comme celle que j'ai pu visiter dans le port de Maurice. Nous sommes un parc technologique, c'est-à-dire que nous n'accueillons que les entreprises qui sont soit dans le secteur des TIC ou dans le secteur de la biotechnologie. Ce sont deux secteurs qui ont été identifiés par l'État de Côte d'Ivoire au milieu des années 2000 et qui ont besoin d'être boostés. Alors, le but d'un projet comme celui-là, c'est de vous accueillir. C'est d'accueillir des entreprises ivoiriennes, mais aussi des entreprises d'ailleurs, mauriciennes, qui souhaitent s'installer dans la région et distribuer leurs produits et services, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire un marché de 300 millions d'habitants. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, c'est un des poids lourds de la région. Nous comptons pour au moins 60% de la richesse de la zone UEMOA. Ce sont les 8 pays qui constituent, qui utilisent la même monnaie qui est le franc CFA. 2020 a été une assez bonne année pour nous. Comme disait justement mon ami du CPC, avec la Covid et tout ça, on a accueilli 12 nouvelles entreprises, donc on a battu les records des années précédentes. Par contre, bon, c'est possible que dans le parc d'entreprises que nous avons, qui est un parc d'à peu près une 50aine d'entreprises aujourd'hui, c'est possible qu'il y en ait vraiment qui éprouvent de la difficulté à traverser l'année. Notre espace, c'est un espace qui se veut être la future Smart City, la première Smart City véritable de Côte d'Ivoire. Nous sommes sur un gros territoire qui fait 624 hectares que nous avons à bâtir. On a développé un très beau plan de masse, ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'adresse la moitié du temps à des entreprises comme les vôtres, c'est-à-dire des entreprises TIC auxquelles je vends le régime fiscal de la zone franche. Mais l'autre moitié du temps, honnêtement, et puis en toute vérité, je suis un peu un propriétaire terrien qui a pour mission de bâtir une ville nouvelle. Donc, nous recherchons des gens dans l'immobilier. On a des espaces pour bâtir 2 hôtels, un business hotel, un autre hôtel de genre villégiature en bordure de lagune. Une université technologique, on a réservé 1,5 hectare pour bâtir une université technologique qui est donc une parcelle à prendre, soit par des Mauriciens ou des Mauriciens en partenariat avec des Ivoiriens et des partenariats, vous pouvez certainement en tisser. Je sais que juste après moi, il y a Patrick Mbeng du Gothic qui parlera et donc c'est vraiment ce genre de synergie entre les entreprises mauriciennes et ivoiriennes sont à souhaiter. Nous, on est là pour vous accueillir. Nous avons 4 data centers dans notre zone. Pour quelle raison? La raison est simple, c'est parce qu'on est vraiment arrosé de fibres optiques. J'ai 4 réseaux distincts de fibres optiques qui nous traversent. Et même compris, nous avons là le 4e câble sous-marin qui alimente tout le pays en Internet, qui atterrit de la mer, il atterrit dans la ville de Bassam et il vient jusqu'en zone franche au Vitib. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui opère ce 4e câble, elle aussi a décidé de s'installer en zone franche. Nous avons une chaîne d'assemblage d'ordinateurs. La biotechnologie est vraiment en développement avec la création d'un hub pharmaceutique. Depuis 3 ans, nous avons 2 usines pharmaceutiques qui sont inaugurées, installées en fonction. On a une 3e qui est en construction. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez, la Côte d'Ivoire a un petit retard dans ce domaine, hein. On produit très peu des médicaments qui sont consommés chez nous et donc il y a un besoin vraiment de créer une industrie locale. Comme je l'ai dit, nous sommes un gros projet immobilier aussi. Là, je vous parle du nouveau siège que nous avons construit. Soit dit en passant, notre siège a été construit par l'entreprise indienne Shapoorji Pallonji, qui est la même qui a bâti le bâtiment iconique de la BPML chez vous. C'est la même entreprise indienne qui a fait les plans et tout ça. Alors, on a inauguré ce bâtiment en juillet 2019. 5 mois plus tard, en décembre, 3000 m² de bureaux
complètement partie, entièrement louée. Nous, c'est pour vous dire que la zone est vraiment en essor. On a cet avantage d'être pas loin de la capitale d'Abidjan, ce qui fait que ça se fait très bien d'habiter à Abidjan et de travailler chez nous ou vice-versa. Et c'est des entreprises TIC ivoiriennes qui sont ici, qui ont rempli ce bâtiment en ce temps record. Et donc, j'espère que de votre côté, il y a des entreprises mauriciennes qui ont des visions, qui ont une visée sur l'Afrique de l'Ouest. Si vous voulez le faire, sentez-vous vraiment libre de me contacter directement pour que je vous déballe les incitatifs fiscaux et le régime de zone franche dont vous pouvez bénéficier en entrant. Nous, Vitim, on est l'équivalent de ce que le CPC est pour la Côte d'Ivoire. Le CPC qui vient de vous parler, qui est le Centre de promotion des investissements, ils vendent la Côte d'Ivoire comme un tout. Nous, on est une agence de promotion pour un tout petit territoire de 624 hectares. Voilà, parce que nous avons une convention de concession avec l'État de Côte d'Ivoire pour opérer cet espace-là en son nom. Je ne serai pas plus long. Pour tous ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui veulent vraiment aller plus loin dans cette discussion, c'est avec plaisir, en tout cas, qu'on va vous aider soit directement ou à travers un de vos partenaires techniques qui pourrait être une entreprise TIC de Côte d'Ivoire, eux qui nous connaissent très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe, c'est très intéressant la vitesse avec quoi vous pouvez remplir votre bâtiment, c'est très bien, 12 nouvelles entreprises. La dernière fois que j'étais chez vous, vous avez juste commencé la construction dans la zone, donc c'est bien d'entendre tout ça. Mais je pense aussi ce qui est intéressant sont les 4 câbles optiques qui servent votre zone, et les 3 usines pharmaceutiques, mais aussi ce que je pense, il faut aussi que j'ajoute, vous avez aussi un partenariat avec le Mauritius Africa Fund, donc, et c'est à travers Maurice, les opérateurs mauriciens, vous pourrez aussi, si vous avez un intérêt pour le VITI, vous pouvez passer par le Mauritius Africa Fund, que l'équipe Pratima va partager les coordonnées avec vous juste après le webinaire. Donc, sans plus tarder, privilégié avec le Mauritius Africa. Exactement. C'est malheureux. Moi, j'ai pris trop de temps à informer Yash, sinon il aurait été présent avec nous. Okay. Ouais, et sinon, là, on passe à M. Patrick Mbengwe, qui a été un partenaire formidable pour le EDB à mettre en place le webinaire d'aujourd'hui. Et c'est lui qui nous a aidé à sélectionner les opérateurs mauriciens, et j'espère que ça a fait justice à sa sélection et il pourra nous donner un petit peu plus de sa façon de voir les choses et de partager aussi la vision de cette alliance mauricienne et ivoirienne à l'avenir. Patrick, c'est à vous. Ok, bon, écoutez, je vais commencer par vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez offerte autour de ce webinaire pour mettre le pont entre l'écosystème numérique ivoirien et mauricien. Donc, je vais commencer par présenter un peu le Gothic pour vous donner un peu un aperçu sur notre écosystème. Et ensuite, je parlerai des challenges et des défis qu'on doit relever ici, notre écosystème, pour accompagner la transformation digitale de nos entreprises. Et ensuite, je vais définir un peu les termes de référence de ce partenariat que nous, on souhaite, que les opérateurs ivoiriens souhaitent dans ce qu'on est en train de construire ensemble. Et puis ensuite, il y aura 5 opérateurs qui vont s'exprimer pour mieux préciser leurs attentes. Donc, le Gothic, c'est le groupement des opérateurs du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. C'est plus d'une centaine d'entreprises qui couvrent tous les segments de la chaîne de valeur du numérique en Côte d'Ivoire, hors le secteur des télécommunications. Parce que le secteur des télécommunications est organisé dans une autre association qui s'appelle l'UNETEL. Donc, le Gothic est peuplé de grandes entreprises, de PME, de start-up ivoiriennes. Quand je dis start-up ivoirienne, ce n'est pas obligatoirement des dirigeants ivoiriens. Il y a des acteurs de l'écosystème French Tech qui opèrent aussi en Côte d'Ivoire comme à l'île Maurice. Et c'est une synergie de ces écosystèmes qui fait l'écosystème ivoirien, quoi, voilà. Et on réalise à peu près 95% du chiffre d'affaires du secteur et 0,25% du PIB national, là où le secteur de télécom dans sa globalité fait 8%. Et notre objectif globalement, c'est de monter ce chiffre d'affaires global du secteur
à 15% du PIB dans les années 2025. D'où un certain nombre de challenges et de défis à relever, notamment déjà la capillarité des infrastructures de connectivité qu'il faut qu'on mette sur place en Côte d'Ivoire pour que toutes nos entreprises, à la fois au niveau des centres régionaux ou bien au niveau d'Abidjan, puissent opérer leur transformation numérique. Donc, il y a de véritables enjeux de coût d'accès, de qualité des infrastructures numériques et de frugalité aussi des solutions à mettre en place. Là, j'ai vu tout à l'heure des acteurs pure players des infrastructures qui peuvent nous intéresser. Il y a les contenus à fabriquer et Philippe tout à l'heure a parlé de sa plateforme. On veut que le VTIB soit l'usine de fabrication des contenus et des solutions numériques en Côte d'Ivoire dans un partenariat entre des acteurs ivoiriens qui sont dans une phase de maturité de montée en cadence et des opérateurs mauriciens si possible. On a aussi des enjeux de capital humain. Il est important d'avoir, je dirais, une cartographie fine des compétences qu'il faut pour développer l'industrie numérique ivoirienne. Et j'ai vu aussi que dans l'écosystème mauricien qui a été présenté, il y a des pure players qui peuvent accompagner. Et aussi, il faut assainir, construire et je dirais assurer une complétude de l'écosystème pour qu'on fasse des sauts de maturité, notamment des acteurs qui doivent être positionnés dans les maillons clés de nos chaînes de valeur ici. On a besoin de plateformes d'incubation, d'accélération disséminées sur le territoire. Philippe a mis en place avec le VTIB déjà une plateforme qu'on commence à peupler, mais il faut que toute la Côte d'Ivoire sous-régionale, les grands centres urbains puissent bénéficier de ce type de plateforme pour avoir de l'innovation de proximité. Il faut aussi de l'accompagnement financier. Là aussi, il est important de voir comment Maurice a pu mettre en place du partenariat avec les banques et les venture capital ou bien les autres acteurs pour financer le développement, l'innovation. Donc, tous ces challenges sont, je dirais, à la portée du partenariat qu'on doit mettre en place entre nos acteurs et vos acteurs mauriciens. Vous savez, il y a un certain nombre d'opportunités importantes en Côte d'Ivoire dans le domaine du numérique. Quand je fais une cartographie du marché, pour donner un peu des indicateurs un peu plus précis que la CPC a présenté tout à l'heure, on a deux configurations du marché. Il y a le marché des grandes entreprises internationales qui viennent avec des systèmes d'information hérités je dirais des headquarters, donc notamment des applications métiers, des solutions, etc. Et à ce niveau-là, les opportunités de business sont dans l'accompagnement, dans le déploiement de nouvelles solutions ou bien dans le basculement de solutions plus élaborées en matière d'infrastructures, de technologies, notamment sur le cloud, etc. Donc, c'est des niches de marché à explorer, mais avec une grosse compétition internationale, puisque la Côte d'Ivoire attire un certain nombre d'acteurs internationaux. Mais le marché qui est le plus porteur pour une coopération entre nous, c'est le marché des PME, des très petites et moyennes entreprises et de l'administration de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un greenfield market où le taux de croissance avoisine les 2 digits et il y a tout à construire en matière d'équipement, à la fois des infrastructures, des PC, des tablettes, etc., en matière de solutions logicielles, parce que les logiciels que nous mettons en œuvre le plus souvent sont importés, intégrés ici via des partenaires et on a besoin, comme il a été dit tout à l'heure, de co-construire nos solutions avec des acteurs de nos écosystèmes locaux, nos PME, nos startups et des partenaires qui peuvent être mauriciens, qui, elles aussi, ont développé de l'expertise dans le développement de solutions qui respectent un certain nombre de critères locaux, notamment des applications qui doivent être utilisées sur des plateformes mobiles, des applications qui peuvent dialoguer en langue vernaculaire pour une meilleure appétence, une meilleure audience de ces solutions, des applications qui ne coûtent pas cher et dont
la complexité est en phase avec le niveau de maturité de nos process au niveau des entreprises, au niveau des organisations, et avec derrière la capacité de pouvoir soutenir au niveau local les utilisateurs de ces applications compte tenu du niveau d'acculturation digitale de nos entreprises. Vous voyez, c'est tout un programme qu'il faut qu'on puisse mettre en place et ce partenariat qu'on veut bâtir avec les sociétés mauriciennes doivent s'inscrire dans cette optique et dans une vision de win-win avec nos opérateurs locaux. Le GOTIC a plus de 120 membres. Les membres se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les Mauriciens qu'on ne sait pas faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Donc, le but du jeu, c'est de trouver des orientations de solutions, des innovations, des pistes de solutions à forte intensité technologique et qui se différencient par rapport à ce qu'on peut trouver de classique et qui apportent de la complémentarité technologique avec nos opérateurs locaux qui vont s'exprimer tout à l'heure. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut réussir ce partenariat et on pourra fertiliser nos écosystèmes relatifs entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. Donc, voici un peu les balises que je donne et dans les échanges, on pourra développer et surtout dans les échanges avec les 5 startups qui sont présentes dans cette call conférence. Ils pourront vous préciser leurs attentes et ce qu'ils voient dans la coopération Maurice-Côte d'Ivoire dans le domaine du numérique et aussi, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, dans la volonté d'installer toutes ces joint ventures sur la plateforme d'excellence que la Côte d'Ivoire est en train de mettre en place, la zone franche de Grand Bassam. Voilà ce que je pouvais dire dans mon propos liminaire. Merci beaucoup Patrick, c'est très intéressant. Merci d'avoir fait ce résumé à donner une direction aux entreprises mauriciennes, à comment entrer et quelles sont les opportunités à la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est le plus important, c'est de trouver des solutions innovatives numériques et de travailler envers cette complémentarité ivoirienne et mauricienne à l'avenir. Avant de passer aux 5 startups de chez vous, j'aimerais inviter Hervé Ndoba de NH Consulting à partager un petit peu avec nous. Le but d'avoir Hervé dans le programme d'aujourd'hui, c'est que Hervé travaille en étroite collaboration avec des entreprises de la région et il pourra nous guider à comment assimiler ou absorber les innovations mauriciennes dans le marché et aussi comment les guider à entrer dans le marché de la région. Donc Hervé, je laisse la scène à vous. Très bien. Merci beaucoup Didier. Bonjour à tous. Merci de nous réunir et de nous donner cette opportunité pour pouvoir échanger et partager surtout l'expérience et trouver des pistes de solutions. Alors, je suis Hervé Ndoba, donc directeur général de NH Consulting. NH Consulting est un cabinet d'ingénierie financière et de conseil aux entreprises qui existe depuis une dizaine d'années en Côte d'Ivoire et donc qui a orienté en fait son segment sur les PME essentiellement. Et ça fait 10 ans que nous faisons cela. Aujourd'hui, nous sommes présents également en Afrique centrale et nous avons un pied-à-terre à l'île Maurice qu'on fréquente depuis quelques années maintenant. Et nous avons vu l'intérêt de nous implanter également à l'île Maurice pour pouvoir tirer le meilleur des deux mondes. Alors, comme disait Didier tout à l'heure, c'est vrai qu'à NH Consulting, si vous voulez, nous avons décidé dans notre business model qui est assez innovant, qui est très risqué, mais qui est assez innovant, qui est d'accompagner les PME en outsourçant au niveau des PME les différentes fonctions support sur lesquelles ces PME-là sont en déficit et qui malheureusement sont sujettes très souvent à beaucoup de problématiques dans leur croissance, dans la consolidation de leur marché, etc. Aujourd'hui, il est vrai que nous sommes intéressés en tant que cabinet à regarder les différentes solutions que pourraient offrir des partenaires technologiques d'innovation technologique mauricien, notamment dans notre cœur de métier où j'entendais parler par exemple de solutions sur de la comptabilité, etc.
mais nous sommes surtout intéressés de travailler en co-création, en co-construction, comme disait tout à l'heure Patrick, tout simplement parce que localement, nous avons donc des incubateurs et nous avons un panier de start-up innovantes qui, en effet, développent des solutions qui matchent idéalement avec les problématiques que nous avons sur le terrain. Nous adressons, nous, au niveau des différentes PME, un portefeuille qui est extrêmement large en termes de prestations. C'est de la direction administrative, juridique et financière que nous offrons aux différentes PME, qu'elles soient locales ou que ce soit des PME qui, de l'étranger, viennent s'installer en Côte d'Ivoire, et même sur de l'accompagnement en partenariat avec des PME qui sont locales. Donc, on connaît très bien comment ça fonctionne sur l'île Maurice. Sur l'environnement ivoirien également, nous accompagnons déjà des startups avec lesquelles je pense qu'il y a des synergies intéressantes. On pourra en débattre plus amplement avec les différents intervenants. Je suis intéressé également la présentation des 5 intervenants que Patrick a choisis. À partir de là, je pense qu'il y a des bases intéressantes pour nous permettre de construire quelque chose. Je ne serai pas long, mais je laisse la parole à ce moment-là à Patrick pour la présentation des startups, sachant que nous pourrons dans un second temps revenir sur d'éventuelles questions. Merci. Patrick, c'est à vous maintenant d'introduire les... Bon, écoutez, on a choisi 5 startups qui auront chacune 3 minutes de présentation dans lesquelles elles vont présenter, je dirais, leur portfolio et le produit central de leur portfolio, et puis leurs attentes par rapport à ce partenariat Maurice-Côte d'Ivoire. On va commencer par Lamine Barrault. Lamine, tu es là, qui déploie une plateforme qui s'appelle Etudesk. Lamine, tu as 3 minutes. Ah, il n'est plus dans la réunion. Bon. Il est à l'entrée de la porte de la réunion. Est-ce qu'on peut le valider, s'il vous plaît? Il est dans le lobby. Il est à la porte de la réunion. Oui, en attendant, on peut continuer avec Balma. On peut continuer avec Balma, voilà. Balma qui est en plein dans le développement de ce que j'ai appelé infrastructure frugale, compte tenu des difficultés de connectivité qu'on a ici en Côte d'Ivoire et le plus souvent dans l'Interland, au-delà des grandes agglomérations ivoiriennes. Donc, Balma, je laisse la parole. Merci Patrick, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Ange-Frédéric Balma, CEO et fondateur de l'Iffiliate. Donc l'Iffiliate est une start-up spécialisée dans la transmission de données par la lumière, qui est un canal neutre de communication qui permet la transmission de données à grande vitesse. On parle aujourd'hui de 1 gigabit de transmission de données par la lumière, et la technologie aujourd'hui, on l'a couplée à l'ensemble des infrastructures qui permettent à la fois d'apporter de l'électricité, de l'Internet et du contenu éducatif ou agricole en milieu rural. Donc, au-delà de l'aspect, on va dire, infrastructure, on est aussi dans le domaine comment dirais-je, de smart cities. Donc, on apporte des solutions grâce à un candélabre solaire. On apporte à la fois de l'éclairage public pour éclairer nos rues, mais également apporter des solutions de connectivité et d'accès à l'information à partir d'une même infrastructure. Sur la dernière génération, justement, de nos candélabres, donc de nos éclairages publics, on a intégré des capteurs IoT qui permettent de pouvoir non seulement donner le taux d'ensoleillement, mais également le taux de pluviométrie
et les carbones qui nous entourent, les particules fines, et permettre de remonter de la data pour que les environnementalistes puissent l'utiliser demain pour pouvoir avoir des bonnes données et faire de la prédiction également météorologique. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on a et partout en Afrique d'ailleurs, on a des problématiques liées à la météo. Parfois, de grosses saisons de pluie qui malheureusement font des dégâts tant matériels qu'humains. Et il serait bon d'avoir des données fiables qui permettront justement à nos États de prendre des mesures pour éviter justement des pertes de vie humaines. Et au-delà justement de ces solutions-là, c'est plus de 600 millions de personnes aujourd'hui que nous touchons avec nos solutions. Donc, on a été à Madagascar, pas loin justement de chez vous, à Maurice, où on a déployé sur le 16e sommet de la francophonie la solution. Avec le groupe Philatex également, on est en train de déployer des solutions sur l'aéroport de Madagascar. Sur la Centrafrique, on y est aussi. Sur le Libéria, on est présent. Et aujourd'hui, on a ouvert la filiale en France, justement, qui nous permet de nous centrer sur toute la partie R&D pour pouvoir développer cette solution-là et répondre à des standards internationaux et pouvoir déployer nos solutions partout dans le monde, parce que la problématique n'est pas que, on va dire, en Côte d'Ivoire, en Afrique ou à Maurice, mais elle est aujourd'hui mondiale. En Afrique, on parle certes de problèmes d'accès à l'électrification, mais dans les pays développés, on parle de zones grises et de zones blanches qui sont encore marquées par l'inaccessibilité à certaines informations. Donc, nos produits deviendront des produits internationaux qui pourront, bien entendu, matcher avec les solutions que j'ai vues tout à l'heure à Maurice, et pourquoi pas une complémentarité de solutions pour vraiment arriver à arroser le maximum de nos produits et de nos solutions sur le marché mondial. Ok. Merci. Ange, tes attentes, rapidement. Il y a 30 secondes. Entente, c'est collaboration avec les entreprises mauriciennes, et je sais que Abax, en son temps, nous avait proposé à maintes reprises de nous installer à Maurice parce qu'il y avait énormément d'avantages à pouvoir avoir une plateforme unifiée, mais au-delà, centraliser nos actions. Donc, je pense que c'est le moment justement de faire le saut, à la fois technologique et envisager l'avenir avec Maurice pour, pourquoi pas, une création d'entreprise à Maurice, mais également aussi un partenariat avec les différentes solutions proposées. Ok, merci. Ok. On va passer à Joas, qui est lui opérateur dans les solutions de sécurité routière avec des technologies assez intéressantes. Joas. Oui, merci Président. En fait, j'aurais souhaité faire une présentation, mais on n'a pas la possibilité de partager un deck. Non, mais elle fait dans le flow comme ça. D'accord. Comme Palma a fait. D'accord. Alors, bonjour à tous. Je suis C. Joas. Je suis promoteur d'une start-up ivoirienne dénommée ISNA. Et nous développons des solutions dans tout ce qui est IoT, Big Data. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de mettre des couches d'intelligence artificielle sur tout ce dispositif-là. Alors, notre bijou actuellement, c'est ce qu'on appelle la plaque d'immatriculation connectée. Donc, c'est une plaque d'immatriculation comme on en trouve sur les véhicules, mais qui insère des capteurs et des récepteurs GPS afin de pouvoir géolocaliser les véhicules. Alors, pourquoi est-ce que nous avons proposé cette solution? C'est pour pouvoir permettre non seulement de résoudre les problèmes de mobilité urbaine et de fluidité routière, mais aussi vérifier la conformité des véhicules. Beaucoup de véhicules sont sur les routes alors qu'elles ne sont pas en règle au niveau vis-à-vis de la législation de mise en circulation, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'assurance, elles n'ont pas de visite technique, et c'est un manque à gagner pour l'État. Et donc, avec ce dispositif-là, nous sommes capables de retrouver immédiatement sur les routes, avec tout ce qui est système de contrôle policier, de retrouver les véhicules qui ne sont pas en conformité. D'un autre côté aussi, ça permet de sécuriser tout le parc auto national, de sorte que quand un véhicule est volé, on sait le retrouver immédiatement, ou même si la plaque d'immatriculation elle-même est déconnectée et enlevée du véhicule, une alerte est émise automatiquement. Bien sûr, il y a d'autres applications qu'on prévoit de faire au niveau des assurances. Par exemple, les compagnies d'assurance leur permettent de gérer leur parc client assuré
et de leur envoyer des offres promotionnelles, puisqu'il y a une application mobile client qui est aussi proposée et qui s'adosse sur l'architecture de notre système. Alors, nos attentes par rapport à la coopération avec Maurice, c'est d'abord un partenariat technique, donc pouvoir échanger avec des ingénieurs de Maurice qui ont une certaine habilité, une certaine expérience dans le domaine de l'IoT, du big data et de l'intelligence artificielle. Comme je le disais tantôt, c'est une couche que nous sommes en train de mettre sur le dispositif que nous avons déjà créé, et donc on serait très intéressé pour interagir avec ce type d'opérateur. J'ai entendu un opérateur qui parlait de la possibilité de l'implémentation de réseaux Sigfox. C'est des réseaux basse fréquence de ce type-là que nous voulons. Aujourd'hui, nous sommes sur un modèle cellulaire, de l'IoT cellulaire, mais nous voulons vraiment aller vers des réseaux basse fréquence comme Sigfox et LoRa. Donc, ce type de collaboration nous intéresse. Et puis, bien entendu, hormis la collaboration technique, la collaboration financière, parce que il faut qu'on se le dise, on a un vrai déficit ici au niveau de l'accès au financement pour nos startups, et donc avoir des partenariats qui soient capables de financer nos activités de recherche et développement serait un plus. Merci. Patrick, s'il vous plaît, vous pouvez unmute. Patrick, on ne vous entend pas. On va passer la parole à Roger Seoulou, qui est lui aussi dans tout ce qui est IoT, intelligence artificielle, système de drone dans le domaine de l'agriculture. Roger, c'est à toi. Ok, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Roger Seoulou. Je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Cookie Labs, qui est une startup qui est dans l'analyse prédictive de données agricoles. Et nous avons travaillé sur la mise en place d'un système qui permet de détecter une maladie spécifique des plantes qui s'appelle le Shoot and Shoot, qui attaque ici le cacao. Et on s'est concentré sur cette maladie parce que tout le monde sait que les algorithmes d'intelligence artificielle sont très précis lorsqu'ils sont spécialisés dans une tâche précise. Et donc, nous avons mis une couche supplémentaire sur tout ce qui est collecte, traitement et analyse de données collectées par des drones, par des capteurs multispectraux, et grâce à une plateforme Big Data et à une couche d'intelligence artificielle, on arrive avec précision à détecter la présence de cette maladie sur des parcelles, et ce 10 fois plus rapidement que l'œil humain. Pourquoi on s'est concentré sur cette maladie? Parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. On produit 40% du cacao mondial et le Ghana voisin produit 20%. Donc, à nous deux, on a 60% de ce qui permet de faire le chocolat. Et donc, et bizarrement, curiosité du destin, c'est que cette maladie existe seulement en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et donc, toutes les solutions de photogrammétrie qui existent aujourd'hui n'intègrent pas d'algorithme pour détecter des maladies spécifiques telles que les maladies tropicales qui existent chez nous. Et donc, nous, on a voulu joindre une technologie de pointe pour pouvoir aider nos agriculteurs locaux, en local ici, pour pouvoir préserver leurs parcelles, conserver leur rendement et surtout pour pouvoir démystifier tout ce qui est IT, pour qu'ils puissent savoir que l'IT, c'est un outil au service d'un métier. Voilà. Et donc, ça, c'est un cas d'usage. Mais après, nous sommes sur plusieurs chantiers. Là, actuellement, on est en train de développer une technologie qui va nous permettre de réaliser sous peu un balai de drones, des drones pilotés par ordinateur. Et donc, le projet, c'est de pouvoir faire voler 500 drones en simultané avec une console sur ordinateur et permettre à ces drones de faire des balais, des schémas et de pouvoir remplacer, par exemple, les feux d'artifice lorsqu'on fait les fêtes de fin d'année et tout. Et c'est un projet sur lequel on travaille depuis un moment et c'est l'un de nos chantiers également. Voilà. Ok, tes attentes, rapidement, tes attentes, en 30 secondes. En termes d'attente, je dirais c'est les mêmes que mes prédécesseurs ont dit, c'est surtout la partie technique, voir s'il y a des synergies entre des startups mauriciennes et nous, et si éventuellement
en termes de collaboration, on peut aboutir sur des collaborations win-win qui poussent le financement et la réalisation de nos projets qui ont du mal à trouver de la trésorerie. Ok, bon, Lamine Barreau est là? S'il n'est pas connecté, il y a Steven Bedji et Ange Bagui. Bon, on prend Steven alors. Steven. Adjemia est là? Steven, tu peux prendre la parole? Oui, oui. Allô? Oh, Steven, vas-y. Steven. Bon, écoutez, s'ils ne sont pas là, hein, je vois plus. Steven est là, je crois qu'il doit avoir un problème avec son micro. Son micro est unmute. Steven, ton micro est coupé. Est-ce que tu peux le remettre, le réactiver? Bon, pendant que... on va prendre Ange Bagui alors. Ange Bagui. Ange Bagui. Ange. Ok, bonjour, merci pour cette opportunité de M. Patrick Mbeng, président du GOTIC. Et à cette occasion, en tout cas, on est très content de présenter nos innovations. Donc, je suis Ange Bagui de Adjemé. Adjemé est une start-up qui propose des services dans le domaine du e-commerce. Donc, nous développons pas mal de services pour favoriser un e-commerce en Afrique. Alors, Adjemé a développé une plateforme qui permet à aujourd'hui 3000 personnes de vendre et d'acheter en ligne depuis leur mobile. Alors, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'essentiel du e-commerce se fait via les réseaux sociaux. Donc, les utilisateurs, ils vont sur Facebook, ils publient ce qu'ils veulent, et puis, grâce à Facebook, ils ont ce moyen d'interagir. Mais beaucoup de problèmes restent et ils ont des difficultés, en fait, à poursuivre l'étape de vente et d'achat via les réseaux sociaux, puisque ce n'est pas adapté. Donc, nous, on propose un moyen de vendre en ligne directement depuis Adjemé et de le publier sur les réseaux sociaux, ce qui permet en fait aux différentes populations, aux petits commerçants, de pouvoir faciliter leur activité de e-commerce et tout. Donc pour ça, on a mis en place une plateforme qui connecte en fait une dizaine de services de livraison à la plateforme, parce que l'autre problème dans notre pays, c'est que au niveau de la livraison, il y a beaucoup de problèmes. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui décident de faire cette activité, mais qui ont du mal en fait à fonctionner et interagir avec les commerçants. Donc, pour eux, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Smart Livraison. Et c'est cette plateforme en fait qui leur permet de se connecter et de recevoir différentes livraisons chaque jour sans difficulté. Alors, la vente en ligne ne peut que se faire depuis le mobile, mais il faut pouvoir prendre en compte le paiement. Donc, pour ça, on a mis en place également un moyen qui réunit tout ce qui est moyen de paiement, tels que les paiements mobiles et les paiements par carte. Donc, ce moyen, c'est une interface. On ne nous a pas donné la possibilité de partager notre présentation si on avait présenté l'interface. Et c'est ce moyen en fait qui permet depuis le mobile de choisir le moyen de paiement, de payer en ligne et puis de se voir livrer par le service de livraison qui est censé gérer la course. Donc c'est un peu ce que nous proposons. Aujourd'hui, on a pu générer un peu de revenus et ce qu'on attend avec un tel partenariat avec l'île Maurice, c'est de pouvoir trouver un moyen de collaborer du point de vue technique et aussi sur l'aspect financement. Donc on est très ouvert et on est très heureux aussi de voir que du côté de l'île Maurice, il y a pas mal de choses intéressantes qui se font. Et voilà, merci beaucoup. Ok, bon, donc bon, merci à tous. Bon, comme Lamine n'est pas là, je vais résumer en une minute. Hein. On a vu que on a un écosystème de start-up
qui opèrent sur les deep tech, mais dans des domaines d'activité hyper stratégiques pour notre développement. On a vu l'agriculture, on a vu l'industrie, on a vu la santé, on a vu les infrastructures, et ces opérateurs ont besoin de partenariats technologiques avec des opérateurs mauriciens, mais on a besoin aussi de co-construire des solutions très rapides qu'on peut implémenter dans nos process ici et qui peuvent être déployés dans la sous-région, parce que toutes les entreprises de l'Afrique de l'Ouest, toutes les organisations ont les mêmes problématiques. Et puis c'est surtout le point du financement, qui est certainement un point central au niveau local, mais sur lequel on peut capitaliser par le retour d'expérience que l'île Maurice a mis en place pour bâtir son écosystème. Et puis pourquoi pas ne pas ouvrir la porte à des venture capital mauriciens sur la Côte d'Ivoire pour supporter l'innovation ici aussi, quoi. Voilà. Donc voici globalement de façon ramassée les problématiques, mais on aura le temps d'entrer un peu plus dans le détail dans d'autres webinars qu'on aura à mettre ensemble. Bon, voilà, donc je vous remercie. Voici ce que les Ivoiriens vous ont dit. Merci Patrick. Et voici nos attentes. Je remercie tout le monde de la Côte d'Ivoire pour leur intervention. Je pense qu'on a pu avoir une bonne idée, surtout de ce que la Côte d'Ivoire a besoin avec ces jeunes entrepreneurs, innovateurs qui trouvent des solutions chez vous et que nous, on n'arrive pas à penser de ces attentes, de ces expectations. Et je pense qu'aujourd'hui, les opérateurs mauriciens ont pu avoir une idée là-dessus. Certainement, on devra répéter l'exercice, surtout au début. Je m'excuse pour les soucis techniques qu'on a eu au début. Et je pense qu'on a perdu quelques délégués de cette façon. Donc, définitivement, on devra, au début de l'année prochaine, Fatima, réorganiser quelque chose, surtout avec la Côte d'Ivoire. Et maintenant qu'on sait exactement un petit peu plus d'idées, quelles sont les attentes à la Côte d'Ivoire, quelles sont les compétences et les innovations qui existent à l'île Maurice, on pourra mieux peaufiner les débats, les thématiques en ce sens, comme si de voir vraiment les différentes collaborations à l'avenir. J'ai eu une question qui est venue sur Mookie. Je sais que David peut-être veut dire quelque chose sur l'intervention d'un des jeunes, mais il y avait une question par rapport à Mookie, du traitement des infos personnelles par rapport à la GDPR. Donc, une question là-dessus, vous voulez, Néa? Oui, pour l'instant, il n'y a que 24 pays en Afrique qui ont lancé la loi en ce qui concerne le GDPR. Ouais. Mais en ce qui concerne l'Afrique du Sud, comme ce n'est pas encore promulgué, alors oui, les data sont sécurisés. Mais en ce qui concerne globalement, on est en train de travailler avec le International Association of Professional Privacy, le IAPP, pour éventuellement voir comment adopter le truc de GDPR dans les pays spécifiquement. Parce que c'est que les lois, mais ce n'est pas encore voté à 100%. Donc la solution va éventuellement intégrer... Bien sûr, c'est déjà sécurisé avec le blockchain. C'est bien. Donc il y a aussi une autre question pour vous-même. Qui sont vos clients, des gouvernements ou des cliniques médicales privées? Alors pour l'instant, c'est déployé dans une ONG en Afrique du Sud, mais éventuellement, on peut travailler avec le gouvernement parce que le système est doté effectivement d'un algorithme qui aidera le gouvernement à mieux gérer tout ce qui concerne les épidémies, les pandémies et aussi les éventuels problèmes en ce qui concerne le VIH et le paludisme. Très bien. Patrick, une question pour vous qui est venue. Donc, si un opérateur mauricien, par exemple, et peut-être Franck, toi aussi, tu pourras aider à répondre à la question si tu es toujours là. Donc, c'est un opérateur mauricien, s'il est intéressé à savoir quels sont les RFQs qui sont en place, donc en termes de numérisation d'un département ou d'une société, et qui est-ce qu'ils doivent contacter pour avoir plus d'informations et qu'ils pourront aussi collaborer avec quelqu'un vers ces... Ok, bon, je vais répondre, mais déjà, je pense qu'il faut quand même qu'on signe un MOU entre notre organisation professionnelle et l'organisation mauricienne pour mieux articuler la coopération qu'on va mettre en place. Deuxièmement, une fois que tout ça est bouclé, nous, on a des centres de capitalisation sur les données, sur les projets en cours
et l'opérateur mauricien pourra entrer en contact avec nous, avec le Gothic, soit il veut des informations commerciales sur un certain nombre de projets, soit il cherche à référencer des partenaires avec lesquels il peut travailler. Donc, on fait le mix matching là, de façon à ce qu'il puisse avoir le référentiel et les acteurs avec lesquels il peut travailler. Mais tout ça doit s'organiser dans le cadre d'une coopération, d'un MOU qu'il faut qu'on signe ensemble. Voilà. Donc, et ensuite, on peut le driver sur le VTIB parce que de toute façon, on a l'obligation d'être guichet unique du VTIB, même si le VTIB a ses propres guichets uniques, mais on va le driver là-bas pour avoir tous les éléments d'information pour son implantation. Et puis, on travaille avec le CPC pour donner encore d'autres éléments de référentiel réglementaire, tout ça pour créer son entreprise ici en place. Donc, on se veut, avec le partenariat qu'on va mettre en place, un guichet unique d'accélération de la localisation de partenaires mauriciens qui veulent travailler sur la Côte d'Ivoire, et je préfère avec des opérateurs ivoiriens. Et je le redis, c'est important. Parce que l'alphabet du business, la compréhension des enjeux du business ici, c'est nous qui le savons. Et donc, on peut être un accélérateur et un réducteur de risque, parce que le risque, il n'est pas que technologique. Très bien, merci. Je vois Philippe, vous voulez dire quelques mots? Philippe. Désolé, je n'avais pas muté. Je pense que Patrick a dit l'essentiel. Mauriciens, Ivoiriens, mariez-vous. Nous, on est le wedding planner. On vous offre la salle de mariage, c'est-à-dire qu'on accueille vos projets ici. Une fois que vous avez trouvé un bon filon ici en Côte d'Ivoire, soit directement, vous pouvez le faire en nous adressant à nous, mais via un partenariat avec le Gothic, c'est très, très, très souhaitable exactement. Et une fois que le projet a pris forme et qu'il doit maintenant véritablement s'installer dans la région, le VTIB est tout disposé en tout cas à vous offrir son cadre et son régime fiscal. Merci Philippe. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Ce qu'on va faire aussi, on va partager les questions avec les intervenants et on va retourner vers vous avec les réponses. Et surtout, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de participants qui demandent les contacts, les coordonnées, à rentrer en contact avec Philippe, avec Patrick, avec Franck et tout. Mais on va partager tout cela avec tout le monde qui a participé à l'événement, qui a enregistré. Vous aurez tous les coordonnées de tous les participants. Et donc, vous êtes libre à rentrer en contact avec eux. C'est pas nécessaire de passer par le IDB. Vous pouvez faire des contacts directs aussi. Et si vous avez besoin de guidance pour le VTIP à travers MAP, on vous partagerait aussi les coordonnées du Mauritius Africa Fund. Et on sera aussi ravis de l'IDB de vous aider s'il a besoin. Et même chose de la Côte d'Ivoire. Donc, on va s'arrêter ici parce que déjà, on a pris 40 minutes plus que l'heure qui était attribuée à nous. Donc, au début, je m'excuse pour les soucis techniques, mais je pense qu'après, ça a été mieux. Donc, merci à tout le monde, merci aux opérateurs, merci à nos amis à la Côte d'Ivoire, Philippe, Patrick, Hervé, Franck et tous les jeunes qui se sont intervenus. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci.